Oui, alors j'ai même été enseignant ici, mais un an. Je crois en 94, j'étais dans les tout premiers débuts de lycée, à l'origine, avec un directeur qui s'appelait Hervé Grelier. Et après, bon, je suis pas resté parce que j'avais ma thèse à faire, donc j'habitais le Maine-et-Loire, donc ça faisait beaucoup de trajets. Et puis après, j'ai été nommé à Chartres. Alors là, du coup, c'était plié, ça faisait quand même loin pour venir toutes les semaines. Mais ça a un petit côté Madeleine de Proust quand même, un petit côté, voilà, retour aux sources. J'étais jeune à l'époque, j'avais peut-être 30 ans. Maintenant, j'en ai 30 ans de plus. Mais bon, voilà. Alors, donc l'année 1924 en musique redémarre. Alors, j'ai un peu modifié le titre, en fait. Redémarrage, annonce de tendance nouvelle ou continuité sans heurts. Alors, en fait, je vais partager mon propos à peu près donc en quatre parties. D'abord, je vais m'occuper des morts et des bébés de 1924. Enfin, ça sera en l'occurrence un bébé, et qui, en 1924, n'est pas tout à fait un bébé, puisqu'il va naître en mars de 1925, mais en trichant un peu, on peut quand même le faire compter en 1924. Ensuite, je ferai le PowerPoint, ce sera juste là pour vous permettre de lire très vite les principales œuvres de 1924 que j'ai classées par typologie. Alors ma typologie peut être un peu contestable, en plus il y a des compositeurs qui ne rentrent pas dans les cases, enfin c'est toujours un peu compliqué, mais qui donnent un panorama, et en France, et quand même aussi en Europe. Notamment parce que beaucoup d'œuvres importantes de 1924 en Allemagne, etc., ont aussi été jouées à Paris, si vous voulez. Donc l'espace parisien est interconnecté quand même à l'espace européen. Et enfin, je poserai quelques questions, enfin, j'aborderai la question de méthode, c'est-à-dire comment, en fait, traiter méthodologiquement un corpus aussi hétérogène que celui des œuvres de 1924, et je finirai par une interrogation sur le postmodernisme, c'est-à-dire, en fait, parce que le néoclassicisme, si vous voulez, en relation avec la modernité d'un côté et le postmodernisme de l'autre, et qui est aujourd'hui la tendance plus contemporaine maintenant que le modernisme. De toute façon, Boulez est mort, donc le modernisme est probablement mort avec lui. Voilà. Alors d'abord, les morts et les bébés. Alors, ceux qui meurent, d'abord Busoni, 27 juillet 1924. Et il laisse une œuvre inachevée qui est le Docteur Faustus. Fauré, 4 novembre 1924, donc c'était pratiquement il y a 100 ans, il y a quelques jours. Alors qui, lui, ne laisse pas d'œuvre inachevée, mais qui laisse comme dernière œuvre son quatuor à cordes, son unique quatuor à cordes, qui date de 23-24, qui a été composé en 23 et qui est, je crois, créé en 24. Et ne l'oublions pas non plus, Puccini, qui meurt en 24 aussi, et qui laisse une œuvre inachevée, qui est peut-être son opéra, un de ses opéras, enfin oui, c'est Turandot en fait. Voilà. Alors ceux qui vont naître bientôt et qui sont déjà un peu là, alors je vais n'en nommer qu'un seul, c'est évidemment Boulez. Boulez naît le 26 mars 1925. Donc en 1924, il est déjà un peu là. Voilà. Donc ça veut dire que de Fauré, né en 1845, à Boulez, qui meurt en 2016, on a plus de 170 ans de musique, avec mes vivants et mon bébé de 1924, si vous voulez. C'est une page énorme de l'histoire de la musique. Avec 4 continuités. Puccini ferme une dynastie de musiciens qui commence à l'époque baroque. On dit souvent que c'est le génie qui lance la dynastie. Dans le cas de Puccini, c'est le contraire. Le génie, il arrive à la fin. Et il ferme peut-être probablement avec Turandot 300 ans d'opéra italien, enfin qui commence avec Monteverdi. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des opéras importants après la mort de Puccini, mais enfin bon, c'est quand même une grande page qui se ferme. Busoni, alors qui est autant allemand qu'italien, voire plus allemand qu'italien. Vous savez, il était de Trieste, tout ça, il avait une mère allemande. Hein. Donc c'est la continuité romantique allemande. Mais lui, on ne peut pas dire qu'il ferme véritablement. Alors, Docteur Faustus, rien que ça, c'est Goethe, etc. On ne peut pas dire qu'il ferme, lui, la période. À mon avis, elle va se fermer en 48 avec les 4 derniers leaders de Strauss. Mais une fois que vous avez les 4 derniers leaders de Strauss sont composés et créés en 50, là encore, c'est à mon avis la fin d'une grande histoire. Fauré, c'est une autre histoire aussi qui se ferme. C'est le renouveau grégorien du 19e, d'Ortig, Liszt, l'école Niedermeyer, parce que lui ne venait pas du conservatoire au départ, hein, il venait du côté catholique, justement. Et la grande tradition chambriste française, c'est-à-dire cette grande école de musique de chambre française, avec les quatuors de Saint-Saëns, enfin, puis de plein d'autres, si vous voulez, que le quatuor de Fauré ferme et ouvre en même temps, parce que le langage de Fauré est très moderne à ce moment-là. Quant à Boulez, eh bien, c'est l'épopée moderniste avant-gardiste de l'après-45, mais qui est dans la continuité des avant-gardes de la fin du 19e et des années 1900. Il suffit voir qui Boulez dirige. Boulez dirige tous ceux qui l'ont précédé et qui font de lui en fait un point d'aboutissement. Vous voyez, il dirige Wagner, il dirige très peu Liszt, enfin il y aurait un travail à faire sur qui Boulez a dirigé. Parce qu'en fait, dans les compositeurs que Boulez a dirigés, on a toute une vision de l'histoire de la musique, et qui est une vision quasiment téléologique, si vous voulez.
Voilà. Dans tous les cas, on constate une incontestable dynamique évolutive sur le plan du langage et des formes. Si vous prenez Fauré, entre le cantique de Jean Racine, qui a été son diplôme de fin d'études, verbe égal, au très haut, etc., bon, et le quatuor, quelle évolution de langage, avec une constante que Boulez appelle dans ses cours au Collège de France le geste premier du compositeur. C'est toujours très intéressant, quand on étudie un compositeur, de voir quel est son geste profond, malgré son évolution, et qu'on trouve en général dans les œuvres de jeunesse. Par exemple, chez Messiaen, par exemple, moi j'ai fait mon mémoire de master sur Messiaen, j'ai étudié le jeune Messiaen. On a toute la vie de Messiaen, tout son parcours créateur, dans des sortes de tendances souterraines qui sont là malgré son évolution. Et en même temps, je pense que d'emblée, il faut ne pas être dupe de la dynamique évolutive de la modernité. Le grand récit avant-gardiste a dit « Oh là là, vous savez, à partir de 1890, quelle créativité, maintenant que l'individu se libère des contraintes, des conventions, de la bourgeoisie, etc. Regardez comme l'esprit créateur se libère. » Oui, enfin, c'est bien gentil, mais enfin, si on prend par exemple l'histoire de la musique par tranche de 70 ans, 1630, Monteverdi, 1700, Corélie Buxtehude, 1770, Mozart Haydn, 1840, Berlioz, Liszt, Chopin, Schumann, sans compter le jeune Wagner et le jeune Verdi. 1910, Debussy, Stravinsky, Mahler, Schoenberg. 1980, Ligeti, Boulez, Berriot, etc. En fait, ça avance à toute vitesse. On ne peut pas dire, si vous voulez, que les 70 ans de la geste moderne allant de 1910 à 1980 soient allés plus vite en matière d'évolution de langage musical qu'entre Monteverdi et Corelli. Vous voyez, donc ça, c'est là l'intérêt de l'époque d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est quand on remet en question le grand récit moderne, il y a d'autres configurations qui jaillissent immédiatement et qui sont, à mon avis, extrêmement intéressantes. Et d'ailleurs, Jérôme Ducrot, qui a fait une conférence au Collège de France, qui a agité le tout Paris musical, le tout Paris musical, c'est pas non plus ni la France, ni l'Europe, ni le monde, hein, faut pas l'oublier. Mais où il avait pris deux exemples intéressants. Il avait pris, je sais plus, est-ce que c'est une œuvre de Webern ou de Schoenberg, et il avait fait écouter après du Chelsea, du Courtag, etc. Et il avait remarqué perfidement, mais pas idiotement du tout, que d'une certaine manière, les avant-gardes atonales étaient presque plus statiques et presque plus fixistes que les 70 ans que je vous ai évoqués. Quand vous écoutez du Courtag, quand vous écoutez du Chelsea, des œuvres comme ça, qui sont dans la grande tradition de la modernité atonale, commencée avec Schoenberg, etc., on ne peut pas dire que ça bouge tant que ça. Vous voyez, une fois qu'on a bazardé la tonalité, qu'on fonctionne sur la gamme chromatique, etc., les évolutions en termes purement harmoniques sont pas si flagrantes que ça par rapport au XXe siècle, si vous voulez. Voilà. Alors maintenant, le bref panorama musical de l'année 1924. Alors, on peut s'en faire une idée. Déjà, alors là, je triche un peu aussi, à travers les concerts organisés par le pianiste Jean Wiener dans les années 20. Donc, vous voyez, premier concert consacré aux œuvres de Darius Milhaud. Alors, je triche un peu, on n'est pas en 24, on est en 22. Mais enfin, 22 et 24 est déjà là dans 22. Deuxième concert, Schoenberg-Webern. Troisième concert, Stravinsky. Quatrième concert, Satie-Poulenc. Et cinquième concert, donc en 23, Théâtre des Champs-Élysées, avec un programme éclectique, Taillefer, Milhaud, Auric, Rossini, et le chant du Rossignol de Stravinsky sur Pleyela, qui est un espèce de piano mécanique, etc. Ensuite, vous avez, alors en 24, là quand même, là je joue le jeu, 25 et 26 octobre 24, la création du concerto franco-américain de Jean Wiener. Vous savez que Jean Wiener est un personnage très intéressant, qui a été un des grands passeurs entre la culture américaine, et notamment le jazz, et l'espace français, et l'espace culturel français. Il était à la fois pianiste, compositeur, organisateur de spectacles, et c'est lui, vous savez, qui avait fait, quand nous étions jeunes, donc c'est-à-dire probablement pour un certain nombre d'entre nous il y a assez longtemps, un très joli indicatif de France Musique où il y avait des oiseaux. Vous voyez, c'était lui l'auteur de cet indicatif qui mêlait des évocations d'oiseaux avec une musique délicieusement sirupeuse, charmante, délicieuse. C'était vraiment très agréable. Alors, c'est créé au Concert Padeloup avec un programme très intéressant parce que finalement, alors là, c'est pas moderne du tout. Ouverture de Benvenuto Cellini de Berlioz, la symphonie de Franck, le poème de l'amour et de la mer de Chausson, le concerto franco-américain de Jean Wiener, qui est une commande de la princesse de Polignac, et l'apprenti sorcier de Paul Dukas. Voilà. Alors maintenant, on en arrive donc à mes groupes. Alors j'en ai isolé 6 et même 7. D'abord, la continuité française. Ensuite, les insulaires, les nationaux et les nationaux modernistes. Troisièmement, les modernes, atonaux et radicaux. Quatrièmement, les néoclassiques. Cinquièmement, les américains. Alors, américains, c'est ceux qui vivent aux États-Unis, mais c'est aussi les compositeurs français, notamment, influencés par le jazz et par la culture américaine. Et pour finir, les monstres sacrés.
Et je fais quand même un peu la musique de film aussi. Ça se fait en 24, la musique de film, c'est encore le film muet. Alors, sous-entendu dans ma typologie, certains compositeurs sont quand même difficiles à classer. Exemple Kurt Weill, par exemple. Le concerto pour violon, l'œuvre de 24 de Kurt Weill, n'a rien de spécialement influencé par le jazz, par le music hall, par la musique américaine. On est bien plus proche de Schoenberg que de l'opéra de Katsu, par exemple, si vous voulez. Et vous avez des compositeurs qui ne sont pas toujours faciles à classer. Dans d'autres cas, la frontière entre le post-romantisme, l'expressionnisme et la modernité radicale est difficile à dessiner. Ainsi, par exemple, chez Korngold, par exemple, ou Schrecker. Alors, vous savez, Korngold, c'est un génie. Hein. Alors, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais j'en reparlerai tout à l'heure, c'était le compositeur le plus célèbre dans toute la zone germanique après Strauss. Alors, c'est lui l'auteur de la fameuse musique de film de Robin des Bois. Vous savez, quand vous avez la scène où ils sont en train de se castagner dans les souterrains du château et que vous avez le 5/4 avec du xylophone, etc. Korngold, c'est passionnant. Un très beau concerto pour violon, etc. Voilà. Alors, la continuité française. En gros, à qui avons-nous affaire? En gros, ce sont les élèves de Fauré, les élèves de Massenet et les élèves de la filiation Franck-Vincent d'Indy, si vous voulez, donc en gros le conservatoire et la Scola. Alors, on va commencer par une petite écoute qui est... Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, donc on va écouter, pour illustrer cette continuité française, Dryade de Louis Aubert. Alors, Louis Aubert fait partie de ces compositeurs extrêmement talentueux, extrêmement raffinés. Il y en a d'autres, il y a Ropart, il y a tous ceux qui sont là, etc., qui ont malheureusement, c'est la loi du genre, été éclipsés par Debussy et par Ravel. Mais vous allez voir, c'est tout à fait charmant et très joli. Ben voilà. J'espère que ça va marcher. Dryade. Oui, c'est bon. Je vais mettre un peu plus fort. Ah non, c'est bon. C'est mieux comme ça. Hein. Il a eu les mêmes professeurs au conservatoire que Ravel. Il est élève de Fauré, il est élève de Gédage. Alors, c'est cette grande tradition française qu'on appelle un peu, d'une manière un peu, comment dirais-je, trop résumée, mais l'impressionnisme, etc. Alors, vous savez, ce qu'on vient d'entendre fait beaucoup penser à la scène de l'arrivée du bateau dans King Kong, par exemple, de Max Steiner. Vous voyez, c'est tout à fait ça, des sonorités de hautbois. Enfin, voilà, c'est de hautbois, corps anglais, une orchestration très subtile, très fluide, avec en même temps qui unifie, si vous voulez, la diversité des sonorités de l'orchestre dans une sorte de résonance, mais qui reste toujours légère, un peu impalpable, etc. Voilà. Donc ça, c'était donc Dryade de Louis Aubert. Alors, vous voyez, donc tous ces musiciens sont nombreux. Raoul Lapara, on l'a un peu oublié. Maurice Emmanuel, alors il est en 24, il n'y a rien en fait, mais il est entre deux œuvres importantes. Et ce sont des années creuses pour Dukas, Charpentier, Alfred Bruno et Roger Ducasse. Voilà. Deuxième catégorie, pour laquelle je ne donnerai pas d'exemples musicaux, ce que j'appelle les insulaires, les nationaux et les nationaux modernistes. Ce sont tous les compositeurs qui sont marqués par le nationalisme du 19e siècle, tout en étant capables de s'en affranchir. Alors, deux Anglais, Elgar quand même, Empire March et... Voilà, Sibelius, Respighi, alors je ne savais pas où le mettre, hein, donc je l'ai mis là, mais peut-on parler de nationalisme? C'est pas la même chose que le nationalisme russe ou hongrois, si vous voulez. Les Pindromes, Falia, Psyché, très beau, une musique très impressionniste. Les scènes villageoises de Bartók, j'y reviendrai brièvement. Kodail, diverses harmonisations de chants populaires, mais il vient de finir le Psalmus Hungaricus de 23. Chimanovski achève son opéra, enfin une de ses œuvres majeures qui est Le Roi Roger. Alors, par contre, oui, en 24, si on va en Europe,
une œuvre majeure, La Petite Renarde rusée, qui est un opéra de Janáček. Et puis, il n'est pas bien vieux, il a 19 ans, la première symphonie de Shostakovich. Voilà, tout ça c'est 24. Maintenant, la modernité atonale. Alors évidemment, ce qu'on remarque, et c'est intéressant, ce sont majoritairement des Allemands, des Autrichiens. Là, en l'occurrence, d'ailleurs, c'est plutôt des Autrichiens. Mais on a quand même un moderne atonal majeur en France qui, d'une certaine manière, casse tout. C'est Varèse. Intégrale de Varèse, qui est une de ses œuvres très importantes, date de 24, et c'est la période américaine de Varèse. Alors, bon, je vous propose quand même à tout seigneur, tout honneur, d'écouter quand même le début du Kammerkonzert de Berg. Voilà, c'est 23-25. Voilà, normalement, on va espérer que ça va marcher. Bon. La technique pose... Ah, ça y est. Eh oui, c'est que j'avais coupé le son pour faire un... Voilà. Modernité atonale. Ça n'est pas encore de décaphonique, c'est la modernité atonale de l'école de Vienne. Voilà. Alors, ne pas oublier Franz Schreker, opéra magnifique, Korngold. Alors, très intéressant Korngold ici, parce que ça, c'est un opéra. Et on reste encore dans une esthétique post-romantique, un peu genre Salomé, si vous voulez, ou Electra, etc., ou les œuvres de Zemlinsky, ou les premières œuvres de Schoenberg, etc. Et là, par contre, qui sont trois leaders de musique de chambre, on est quasiment dans un langage atonal. Donc on voit très bien que Korngold tient compte du public ici. C'est dommage que je ne puisse pas donner d'exemple, mais parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Alors maintenant, continuons les néoclassiques. Alors les néoclassiques, comme par hasard, on va avoir beaucoup de Français. Donc le groupe des six, évidemment, sachant que les membres du groupe des six sont néoclassiques à des degrés divers. Et le néoclassicisme va avoir comme caractéristique qu'il va maintenir, si vous voulez, il va maintenir le langage tonal. En gros, il va refuser d'aller vers ce qu'on appelle en musique le chromatisme, et donc le chromatisme post-romantique, si vous voulez, et ensuite atonal, pour maintenir la prééminence de la gamme majeure et de la gamme mineure, un langage musical fondé sur les relations de tonique, sous-dominante, dominante, etc. Alors je vais essayer de vous trouver, parce que le contraste avec le concerto de chambre est intéressant, un fragment du trio pour hautbois, basson et piano de Poulenc. Parce qu'on ne peut pas faire plus néoclassique que Poulenc. Non, oui. Voilà. Bizarre, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas le bon disque. Bon, écoutez, à ce moment-là, je vais changer mon fusil d'épaule. Et... Bon, écoutez, tant pis, c'est pas la bonne année, c'est pas mais c'est le même langage, donc on va pas perdre son temps à une manipulation de disque. Voilà, ça. Voilà. On comprend tout de suite, rien qu'en comparant Berg avec Poulenc. Voilà. Donc, les néoclassiques. Alors, vous avez le groupe des six ici. Alors, par exemple, Honegger, Pacifique 231, 1924, ça n'est pas une œuvre tellement néoclassique.
parce que Honegger est le plus de formation allemande du groupe. On a des œuvres néoclassiques beaucoup plus fortes avec Poulenc. Taillefer, concerto pour piano, qui est un espèce de faux concerto de Bach, enfin voilà. Sauguet, et quand même, chez les Allemands, un petit peu quand même chez Kurt Weill, chez Pauline de Midt, mais chez les Allemands, le néoclassicisme passera surtout par le retour à Bach, en fait, surtout. On n'oublie pas les traditions nationales. Alors les Américains, j'en retiens deux. Un Américain des États-Unis, Gershwin, la Rhapsody in Blue, et le concerto franco-américain de Wiener, qui est une sorte d'œuvre qui va passer par-dessus l'Atlantique, si vous voulez. Et ensuite, la musique de film. Alors, on est à l'époque du muet, donc beaucoup de films n'ont pas de musique attitrée, reliée. Vous savez, il y a des pianistes qui jouaient, etc. Mais on en a quand même une, Die Nibelungen, sur un film de Fritz Lang, mais à partir, si vous voulez, de thèmes de Wagner. Donc, en fait, ici, on a une œuvre qui est totalement, en fait, post-romantique. Et évidemment, les monstres sacrés. Alors, Stravinsky, concerto pour piano et orchestre d'harmonie, Strauss, intermezzo, Ravel, Ronsard à son âme, qui sont des mélodies, Tzigane pour violon et piano, la deuxième sonate pour violon et piano, avec le célèbre mouvement du milieu que je ne ferai pas écouter, qui est un blues. Et alors, c'est la période, parce que la jeunesse va être longue, de l'enfant et les sortilèges de Ravel, dont le foxtrot, si vous voulez, témoigne de l'influence américaine. Vous savez, black con costo, black con chic, black, 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 jolly fellow black, I punch your nose. Voilà, c'est très connu dans l'enfant et les sortilèges. Et aussi dans les monstres sacrés, Prokofiev, quintet avant en sol mineur, la deuxième symphonie, qui est la création à Paris de la version retravaillée de son deuxième concerto. Voilà. Alors, maintenant, après ce bref panorama, j'en arrive maintenant à quelques remarques qui seront à la fois sur les questions de méthode et à la fois sur la question du néoclassicisme et la façon dont on peut le penser. Alors d'abord, quelques petits points de méthode. Comment appréhender une réalité sociale multiforme quand on fait une coupe sur une année comme ça ? Ça pose des problèmes de méthode, parce que si l'année est censée représenter une période plus vaste, est-ce qu'on en fait un type idéal, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Alors il y a plusieurs questions. D'abord ici, vous voyez bien une extrême diversité, qui va me permettre, si vous voulez, en même temps que je vais parler de méthode, je vais aussi mettre en valeur la diversité des œuvres. D'abord la question des années creuses. Par exemple, pour Bartók, il n'y a rien, c'est un monstre sacré de l'entre-deux-guerres. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? Il se marie. En plus, ça fait un scandale, donc il doit gérer le scandale. Il épouse une de ses élèves, il était déjà marié, vous voyez le tableau, Budapest 1923. Bon. Et en même temps, il attend un bébé, donc à mon avis, il a la tête ailleurs, si vous voulez. Donc, bon. La question des générations. Le Quatuor de Fauré est la dernière œuvre d'un musicien né en 1845 et qui, en 24, meurt à 79 ans. La première symphonie de Shostakovich est la première œuvre d'un génie né en 1905 et qui, lui, a 19 ans. Et voilà. Les valses ignobles et trait d'union las, trait d'union sentimentale, et les trois sarabandes de Jolivet sont les œuvres inédites d'un jeune musicien de 19 ans lui aussi, et qui lui est né aussi en 1905. Donc voilà, ça n'a rien à voir, si vous voulez. La question des airs culturels. La Rhapsody in Blue de Gershwin, les Pindromes de Respighi, Intermezzo de Richard Strauss et Salade de Darius Milhaud n'ont pratiquement rien à voir entre elles. La question de la diversité des langages. En fait, on remarque quand même une polarisation entre l'Allemagne et la France. Le langage franchement atonal, la suite pour 7 instruments de Schoenberg, intégrale de Varèse, le Kammerkonzert de Berg qu'on vient d'entendre, un langage franchement tonal, le trio pour hautbois que je ne vous ai pas fait écouter, c'était à la place de la sonate pour violon, pour clarinette et basson et piano de Poulenc. Mais voilà, un langage tonal, on est même avant Wagner, enfin, même s'il y a des petites dissonances. Et un langage composite qui joue sur la limite entre le tonal et l'atonal, soit en créant des conflagrations entre les deux langages, comme dans le concerto pour piano de Stravinsky ou la sonate de Stravinsky, soit qui se situe sur le point de bascule entre le tonal et l'atonal, comme l'opéra Das Wunder Eliane de Korngold. Si vous voulez avoir une idée très simple du point de bascule entre le langage tonal et atonal dans l'entre-deux-guerres en Allemagne, il suffit d'écouter le grand interlude du Wozzeck de Berg. En fait, Berg met dans le Wozzeck ce qui serait l'ouverture, il le met à la fin en fait de l'opéra, juste avant la scène finale, après la mort de Wozzeck. Et il reprend
une pièce qu'il avait composée en 1911 dans l'onde de choc quand il a appris la mort de Mahler. Donc il apprend Mahler est mort. Ah mon Dieu, c'est terrifiant. Donc à ce moment-là, Berg écrit une pièce en hommage à Mahler qu'il ne publie pas et qu'il réutilise dans Wozzeck de Berg à peu près une vingtaine d'années après. Non, plutôt, oui, 10-15 ans après. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence d'une manière tonale. Donc le début, alors je ne sais plus, ça fait comment ça déjà? Oui, c'est ça. Ti, ti, ta, ti, ta, pi, pa, pa, pam, pam, pi, di, da, du, da, di, da, etc. Bon, c'est du langage post-romantique, c'est du post-wagnérisme passablement torturé, mais ça n'est pas franchement atonal. Et plus on avance dans l'interlude, jusqu'à la scène finale, on bascule dans ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, si vous voulez. Donc on voit très bien, si vous voulez, les gradations très subtiles qu'on peut avoir entre un langage tonal, même passablement torturé, et post-wagnérien torturé, si vous voulez, et un langage qui bascule vers quelque chose d'autre. Voilà. Ça, c'est le premier problème, appréhender la diversité. Deuxième problème, évaluer un éventuel redémarrage de l'activité musicale en relation avec un redémarrage plus général oblige à se poser la question de la relation entre la musique et son contexte. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, et le sujet du colloque il s'y prête pour ça, est-ce qu'il y a une réelle influence du contexte sur l'évolution du langage musical ? Est-ce que c'est une relation de causalité? Est-ce que c'est une relation de corrélation? Est-ce qu'on a une étanchéité entre le langage musical et son contexte historique, politique, économique, social, etc. Alors, les marxistes en étaient persuadés. Simplement, comme maintenant on y croit moins qu'avant, on est peut-être obligé de repenser le problème, comment dirais-je, autrement. Alors, si vous prenez par exemple le passage à l'atonalisme, il a lieu au début du XXe siècle. Donc, pour mémoire, 1908, deuxième quatuor de Schoenberg, donc 1908, et le dodécaphonisme commence en 21, prélude de la suite pour piano opus 25. Donc ça se passe avant. Donc pas d'influence de guerre de 14, c'est pas parce qu'on a eu des millions de morts qu'on va passer vers le langage atonal. Si vous prenez maintenant les bruitistes italiens, Russolo, l'art des bruits, 1913, le manifeste fusturiste de Marinetti, qui paraît dans le Figaro en 1910, 1909. Donc ça se passait avant. En revanche, le néoclassicisme à la française, le coq et l'arlequin, est lui, à mon avis, beaucoup plus tributaire du ressentiment anti-allemand qui est propre à la culture française de 1870. Si on pense au néoclassicisme, la symphonie classique de Prokofiev, car finalement, d'abord, le néoclassicisme commence avant l'entre-deux-guerres, même chez les Russes. Vous prenez, alors de mémoire, la Dame de pique de Tchaïkovski, vous avez des faux Mozart. Les variations rococo de Tchaïkovski, c'est un hommage au style du XVIIIe. Vous prenez l'opéra Mozart et Salieri de Rimsky-Korsakov, vous avez des faux Mozart. Vous prenez Manon de Massenet, évidemment, ça se passe au XVIIIe, vous avez des faux Mozart. Donc ça commence bien avant, si vous voulez. Et la symphonie classique de Prokofiev, 1916-1917, création 1918. Dans tous les cas, il est impossible d'envisager la rencontre entre la musique et son contexte globalement. Et en 24, le contexte est tellement complexe qu'on peut, à mon avis, si on envisage les choses sur le plan européen, dire, pas tellement aller au-delà du fait de dire ça s'est passé en même temps. Vous allez me dire, après, on n'est pas très bien, on n'est pas tellement avancé, mais c'est déjà bien de se dire que ça s'est passé en même temps et que le déterminisme historique est probablement beaucoup plus faible qu'on ne le pense. Sachant que cette juxtaposition de l'hétérogénéité peut même se retrouver à l'intérieur de certaines œuvres. Si vous prenez Salade de Milhaud ou Le Train bleu de Darius Milhaud, dans les deux cas, 1924, là j'ai essayé d'être sérieux, dans les deux cas, la musique est franchement tonale. Vous entendez du majeur, si vous voulez, ou du mineur, mais bon. Même si c'est sous la forme d'un parti pris de divertissement, etc. Donc on a un langage tonal qui s'oppose franchement à l'atonalisme made in outre-Rhin, si vous voulez, ou made in viennois, parce que Milhaud le connaît. Ou même il s'oppose aussi au wagnérisme, il s'oppose à l'héritage de Debussy, enfin il s'oppose à tout ça. Simplement, le visuel, c'est un ballet. C'est un ballet, c'est les ballets russes, si vous voulez. Braque et Picasso, qui assurent les décors, etc., eux se situent franchement dans une esthétique d'un avant-gardisme assumé, dont l'avant-gardisme est autant assumé que le refus de l'avant-garde est assumé par Milhaud, si vous voulez. Donc vous avez le conflit, il est même à l'intérieur d'une même œuvre. Donc j'en déduis qu'on a une faillite de la vision de l'histoire de la musique et de l'histoire tout court, issue du marxisme et de la modernité progressiste, qui envisage la culture sous le seul prisme de l'innovation, de la table rase et du progrès, les œuvres de valeur étant seulement celles qui font bouger les conformismes et les inerties, parce qu'elles sont issues des contraintes imposées par les classes dominantes.
À ça s'ajoute un problème d'interprétation par rapport aux commanditaires. Beaucoup des œuvres très avant-gardistes ont été faites commandées par deux aristocrates fort riches, Marie-Laure de Noailles, Vinaretta de Polignac. Vous me direz, c'est leur mari qui appartenait à l'ancienne noblesse de cour versaillaise. Vinaretta était une héritière des machines à coudre Singer, et Marie-Laure de Noailles était née Bischoff-Schaff, c'était un grand banquier juif, parent à tous les banquiers d'Europe, si vous voulez. Mais enfin, quand même, elles assument en même temps totalement le milieu de leur mari. Donc comment interpréter la fraction considérée, soi-disant comme la plus réactionnaire du paysage sociopolitique français, comme pouvant commander des œuvres d'avant-garde? Alors les marxistes s'en sortent en disant que c'est un moyen d'essayer de récupérer l'innovation, de récupérer le leadership du progrès. C'est pas idiot. Enfin, si on fait de la sociologie basique, ça marche pas très bien. Les œuvres d'avant-garde ne sont pas commanditées par des prolétaires, et d'ailleurs, souvent, ils ne vont pas les écouter. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Donc on a une faillite aussi d'une vision de l'histoire de la musique qui va donc penser les œuvres et les productions de l'esprit au prisme d'un déterminisme, même raffiné selon les termes de l'habitus bourdieusien, d'une éventuelle infrastructure socio-économique sur les œuvres de l'esprit, et qui ferait des œuvres et globalement de la culture un simple reflet des rapports de force socio-économiques. La diversité de 1924 nous oblige à penser que ce type de déterminisme pose plus de problèmes de compréhension qu'il n'en résout. Simplement, quand même, si on traite du contexte, on a peut-être quand même quelques petits éléments qu'on peut retenir. D'abord, la permanence du conflit franco-allemand, qui, évidemment, va se terminer quand même après 1945. Le Coq et l'Arlequin, dont la conséquence sera le néoclassicisme du groupe des Six, est directement dirigé contre le sérieux, le sentiment romantique, la complexité, soi-disant confuse, de la musique allemande et aussi les évanescences de l'impressionnisme debussiste, si vous voulez. On a aussi un incontestable sentiment de reprise, de remise en route, un climat de liberté générale, un bouillonnement généralisé qu'on a vu dans la création des concerts Jean Wiener, par exemple, et un modernisme évident, y compris en Union soviétique. La glaciation en Union soviétique, elle va arriver après, elle arrive avec la fin de la mort de Lénine, etc. Mais il suffit de lire même les souvenirs, la grande biographie d'Horowitz, par exemple, par Glenn Plaskin, il raconte très bien qu'Horowitz c'est totalement, passez-moi l'expression, mais totalement éclaté dans la Russie d'avant 1929, si vous voulez. Et la première symphonie de Shostakovich est parfaitement symptomatique de ce climat de liberté qui régnait après la révolution de 17, mais qui n'a pas duré longtemps. Rôle essentiel de la révolution russe. Alors, pourquoi? Tout simplement à cause des exilés. Qu'aurait été le Paris de l'entre-deux-guerres sans tous les Russes qui sont arrivés? Oui, mais c'est important. Rachmaninov, Prokofiev, Nijinsky, ça fait du monde, Boris de Schlözer, Marina Scriabine, et j'en oublie. Vous voyez, donc ils ont été d'incroyables animateurs de la vie culturelle parisienne. Et la montée en puissance massive du rôle des USA. Ça n'est pas que de la politique internationale, ce n'est pas que le programme en 14 points, c'est ça, je ne suis pas historien, c'est 14. Hein. Oui, c'est ça. De Wilson, avec comme conséquence l'indépendance de la Pologne par la négociation de ce grand génie de la politique qui était un grand musicien, qui n'était pas Derevski. Mais on a déjà ce qu'on pourrait appeler une sorte de soft power culturel états-unien sur l'Europe, qui passe par le jazz au sens large, et une fascination pour le modernisme et la puissance industrielle américaine. Alors vous savez que Varèse était fasciné par les gratte-ciel, donc il y a des éléments du gigantisme de la musique de Varèse. Côté, vous savez, quand il vous met je ne sais pas combien de percussions ensemble, il évite systématiquement les violons parce que ça fait trop 19e, vous voyez. Il y a une fascination pour le modernisme américain. Et Pacifique 231, c'est une grosse locomotive américaine, hein, donc on a une sorte de fascination traduite musicalement de la volonté de puissance et de cette expansion sans précédent économique, industrielle, architecturale de la culture américaine. Alors maintenant, j'ai presque fini, donc une sorte de petit bilan rapide en évoquant la question du néoclassicisme. Donc finalement, dans ce panorama de l'année 1924, ce n'est pas l'interprétation de la modernité atonale qui pose problème, mais plutôt celle du néoclassicisme. Dans le contexte général de la modernité du XXe et l'idéologie du progrès, le XIXe, le néoclassicisme apparaît comme une énigme, une aberration et une rupture d'intelligibilité. Comment s'opposer au progrès et à son injonction de table rase et d'innovation permanente? Comment peut-on oser faire ça? Et derrière ça, vous avez par exemple l'exemple de Poulenc. Poulenc est parfaitement symptomatique de ça. Alors que vous avez Schoenberg, vous avez tout ça. Lui, il vous fait... vous savez, le concerto pour deux pianos, c'est un faux Mozart. Ti, 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 ta, ti, ti, ta, ti, ti, tim, pom, pi, pi, pim, pa, pi, pa, 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 pom, 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 pi, pom, 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 pom. En plus, c'est un peu plus de mauvais goût que Mozart, mais je pense qu'il le faisait un peu exprès. Donc, comment oser faire ça alors qu'il y a le Pierrot lunaire, alors que même 20 ans avant, si vous voulez. Et moi, quand j'étais étudiant en musicologie,
Moi, j'ai été étudiant d'un boulésien absolument délicieux et assez génial, d'ailleurs, qui s'appelait François de Carsin. Et lui, il nous expliquait, il disait, mais c'est pas possible. Enfin, comment Poulenc peut-il exister? Alors, on aime l'écouter, mais en termes d'interprétation historique, c'est une aberration. Ce qui fait que vous avez analysé toute cette période-là comme une polarisation entre les modernistes radicaux qui poussent vers une sortie radicale du langage tonal et les néos qui, au contraire, le maintiennent. Ce qui reprend la vieille opposition issue du 19e entre les avant-gardes progressistes et les réacs, qui est typique du 19e. Le 19e, il fonctionne comme ça, politiquement, etc. Vous avez d'un côté les progressistes, la démocratie, la liberté, la révolution, etc. Puis vous avez tous ceux qui s'opposent à ça, ce sont les réacs. Et qu'est-ce que c'est que le présent dans cette conception de l'histoire? C'est le lieu d'affrontement entre les progressistes et les réacs, mais on pourrait même presque dire, si vous voulez, que le présent n'a même pas de consistance. Il n'est que le lieu de l'affrontement. Voilà. Alors, l'interprétation du néoclassicisme change dans le contexte du postmodernisme, puisque l'une des principales caractéristiques du postmodernisme est justement de rompre avec le grand récit moderne du progrès, tout en radicalisant l'autocentrement narcissique d'une subjectivité radicale organisatrice de son propre monde. En gros, qu'est-ce que fait qu'un postmoderne? Il a à sa disposition tous les styles du passé, etc. Il fait ce qu'il veut, il ne demande rien à personne, il fait son truc. Si les gens sont contents, tant mieux. S'ils ne sont pas contents, tant pis. Vous avez, dans le postmodernisme contemporain, si vous voulez, une dilution totale de la flèche du temps. Il n'y a plus de chronologie dans le postmodernisme. On a un aplatissement et un jeu avec toutes les références possibles, dont l'unique centre, c'est la subjectivité radicale de celui qui les manipule. En fait, on est dans une esthétique, même plus que ça, dans une construction de la subjectivité qui passe par le bricolage personnel. D'ailleurs, pour ça que tout le monde se tape dessus, puisqu'il n'y a plus de monde commun. Si vous avez que des gens qui bricolent leur subjectivité avec leur environnement et font chacun leur synthèse personnelle, on ne peut plus se parler. Vous voyez, alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous ressort la République, parce que la République, ouais, quand même, ça permet de fédérer tout ça. Dans le contexte, le néoclassicisme cesse d'être une simple et condamnable résistance au progrès pour devenir l'expression d'une subjectivité radicale qui refuse de se soumettre à toute forme d'impératif extérieur, fût-ce celui du progrès et de l'innovation permanente, cela pour mieux organiser en toute liberté un monde qui est celui d'une subjectivité créatrice libérée de toute attache. Alors bon, Ravel transcende tout ça, mais il y a ça chez Ravel. Ravel manipule tout ce qui lui passe sous la main, si vous voulez. D'une certaine manière, Strauss composant Le Chevalier à la Rose, après Salomé et Electra, Ravel, Stravinsky, Poulenc sont presque plus libres que Boulez, dans la mesure où ils ne se soumettent à rien, et certainement pas à l'exigence de conformité à un éventuel sens progressiste de l'histoire, pas plus qu'ils ne se soumettent à la nécessité préalable de rompre avec le passé. En fait, quand Jacques Lang vous dit le 10 mai 80, c'est le passage de l'ombre à la lumière, oui, c'est ça. En fait, il est beaucoup plus soumis à un déterminisme historique qu'un postmoderne radical qui fait ce qu'il veut, comme il en a envie, et sans demander, en disant aux autres, écoutez, je fais ce que je veux et je vous en, etc. Voilà. Le néoclassicisme, dans sa dimension ludique, apparaît donc autant comme la manifestation d'une subjectivité radicale que comme une pulsion réactionnaire ou une peur de l'innovation. La libération vis-à-vis de l'injonction progressiste a une deuxième conséquence, qui est la remise au premier plan des dimensions artisanales de l'art et du métier. Vous savez, quand vous n'êtes plus soumis au progrès, qu'est-ce qui reste? Des œuvres bien faites et des œuvres ratées, des compositeurs qui connaissent leur métier et des fumistes. Oui. Et Stravinsky, en leur temps, se définissait avant tout comme des artisans. Donc, si vous voulez, la fin de l'idéologie du progrès libère, par exemple, de l'idéologie de l'innovation à tout prix, de l'idéologie de la provocation à tout prix, pour proposer autre chose, si vous voulez. Et la troisième leçon de 24 est peut-être de montrer que l'exploration du point de basculement, du jeu sur la limite, compte autant que la polarisation entre le tonal et l'atonal, entre le passé et le progressisme. Une fois qu'on a défini les pôles, musique radicalement tonale, exemple Poulenc, musique radicalement atonale, exemple Schoenberg, Webern ou Boulez, et une fois que ces deux points-là sont définis, ce qui devient intéressant, c'est l'exploration et le jeu sur la limite, sur la frontière. Ce qui veut dire en fait que si on analyse le modernisme à la lumière du postmodernisme contemporain, il a été un formidable élargissement des possibles, mais une fois qu'on a défini les pôles, si vous voulez, extrêmes des deux côtés, après, toutes les gradations entre les deux deviennent possibles, et à ce moment-là, un formidable espace de liberté se déploie devant nous, et qui est probablement encore plus libre que ne l'était l'injonction du progrès, l'injonction de l'innovation, etc. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, les néoclassiques apparaissent peut-être pas, non pas comme des réacs, ennemis du progrès, mais peut-être comme des anticipateurs d'un courant plus contemporain, qui est en fait le postmodernisme actuel. Vous voyez, on peut revoir le néoclassicisme, non pas comme une radicalisation d'un refus du progrès,
mais comme au contraire l'anticipation de toutes les esthétiques bricolées d'aujourd'hui, sachant que le bricolage a en son centre la souveraineté radicale du sujet moderne. C'est donc une autre façon de penser la subjectivité moderne, en fait. Et vous avez Ravel, Poulenc, qui sont des gens qui disent « je fais la musique que j'ai envie de composer, et si ça ne vous intéresse pas, je m'en fous ». Voilà, j'ai fini. Merci.